Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Zach a parlé à sa mère de cette petite fille qu'il n'était plus. Et 8 mois plus tard, Zach a entamé sa transition hormonale. De la testostérone une fois par mois pour bloquer la puberté féminine. Il faut être sûr, bien évidemment, qu'il ne s'agit pas d'un malaise passager, d'une interrogation passagère, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré. Depuis que je suis un garçon, je me sens mal dans ce corps et il fallait absolument que je devienne qui j'étais vraiment, une fille. Un enfant qui parle de suicide à 7 ans, c'est troublant, c'est choquant, c'est inquiétant. C'est un enfant sur 500 qui souffre de ce que Stella appelle une erreur de la nature. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais contente quand les gens dans la rue me prenaient pour un garçon parce que j'avais les cheveux courts. Et donc dans ma tête, assez simplement, c'est faite la déduction que s'il n'y a aucun truc de fille, entre guillemets, qui m'intéresse, c'est que je dois pas en être une. La jeune fille affirme qu'après une poignée de consultations en tête-à-tête, il lui délivre le certificat donnant accès à des hormones sexuelles masculines. Petit à petit, je me sens de moins en moins confortable avec le fait d'être vue comme un garçon. Et je me dis, je ne suis pas un garçon. Les vraies voix, grand débat, question du jour. Évidemment, vous pouvez aller voter sur Twitter, chers auditeurs. Alors, une petite mise en contexte pour vous, suite à ce qu'on vient d'entendre. De plus en plus d'enfants et d'adolescents sont diagnostiqués ou se diagnostiquent eux-mêmes dysphoriques de genre, répondant à l'invitation Autodétermine-toi qui a été clamée par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Inquiétude des parents, comme par exemple aussi des membres de l'association Observatoire de la Petite Sirène, dont les premiers travaux ont porté sur le diagnostic de dysphorie de genre, et eux-mêmes s'inquiètent de l'essor des transitions médicales chez les adolescents. La question qu'on vous pose sur Twitter, LGBT+ jeunesse, faut-il encourager le changement de genre des mineurs? Et nous recevons Clémence Fouque. Bonsoir Clémence, vous êtes membre du conseil d'administration de SOS Homophobie et rédactrice du chapitre Transophobie du rapport annuel sur LGBTI Phobie 2023 paru en mai. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Alors, un texte dans le Wall Street Journal dit il faut privilégier l'accompagnement psychologique aux traitements hormonaux et chirurgicaux. Déjà, peut-être, le point de vue du psychologue Jean Dorido. Alors, le point de vue du psychologue, c'est-à-dire que là, vraiment, toute la question, me semble-t-il, essentielle, concerne 2 points. L'encouragement, doit-on encourager la transition de genre chez des personnes très jeunes, y compris préadolescentes. Et puis, une autre question essentielle, c'est la question de l'irréversibilité. C'est-à-dire qu'un enfant ne soit pas bien dans son genre qui lui a été attribué à la naissance de par ses organes sexuels, ça c'est tout à fait audible et c'est problématique. On a entendu dans le son la question du suicide des enfants. C'est un vrai sujet. La France n'est pas du tout bien placée, je dirais, dans les pays du monde. Le suicide, ça reste quand même la première cause de mort chez les hommes de 25 à 34 ans en France. C'est le numéro 1. Et on a aussi beaucoup de cas chez les adolescents. Donc tout ça, ce sont des sujets extrêmement graves, extrêmement importants. Pour autant, l'irréversibilité, ça pose vraiment question, parce qu'on le sait en psychologie, l'adolescence, c'est une question justement de transformation physique, de transformation psychologique. Nous ne sommes pas que des pensées, nous sommes aussi des hormones, nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes faits de chromosomes, et donc, si vous voulez, il est tout à fait, je dirais, normal et même souhaitable qu'un adolescent se questionne sur son orientation sexuelle, sur même, évidemment, son genre. Pour autant, dès lors que nous allons collectivement encourager une transition qui deviendra irréversible de par les traitements attribués, là c'est vraiment problématique parce que vous le savez typiquement, c'était un papier du Parisien du mois de mai 2022, on a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui ont suivi une transition à l'adolescence et qui aimerait ensuite faire machine arrière. On va y revenir, on va s'appuyer sur vous, Jean. C'est un vrai problème. Clémence Fouque, encourager... alors, on a compris que ça peut arriver le mal-être, effectivement, par rapport à son genre, etc. Est-ce que finalement, encourager des jeunes adolescents ou des jeunes mineurs, ou même qui sont bientôt majeurs, qui peuvent avoir 16 ou 17 ans, à ce changement de genre, c'est pas un peu compliqué quand même? Est-ce qu'il ne faudrait pas les laisser faire leur chemin avant d'accéder à tout le processus, en fait? Alors, encourager, c'est un mot fort. C'est un peu, on a l'impression qu'on pousse les enfants, qu'on leur dit allez, vas-y, transitionne, on sera fiers de toi. Lance-toi, vas-y. Voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et il y a personne qui revendique ça.
Nous, à SOS Homophobie, on ne revendique pas ça. Il n'y a aucune association qui revendique ça. Le protocole en place, et qui est en place depuis longtemps, qui a fait ses preuves, et qui est même là depuis avant ma naissance, c'est ce qu'on appelle le protocole hollandais, que vous connaissez peut-être, qui est celui où on dit, bon, vous êtes un enfant, vous avez le droit de vous questionner, et puis c'est sain, et puis en psychologie du développement, c'est quand même important que l'enfant il se développe, il se laisse se poser des questions, mais on sait que c'est pas fixe et qu'il risque de revenir en arrière à ce qu'on dit. Et ben, on va donner à l'enfant ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. Et le bloqueur de puberté, c'est utilisé dans d'autres situations depuis très longtemps. On connaît très bien les effets secondaires. Et on dit, on va bloquer la puberté, parce que pour une personne qui est effectivement trans, avoir sa puberté normalement, c'est une forme de torture. Parce qu'on se sent avoir son corps qui tous les jours devient différent de ce qu'on est. Et c'est vraiment horrible, et donc c'est important de protéger ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là, Clémence, justement, qu'il y a effectivement, vous aviez tout juste sur l'importance de ce mot encourager. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le processus a été fait, il y a l'encouragement qui va se faire pour aider, en fait, pour soutenir. Voilà, il y a un petit problème de son. Merci. Alors, réaction, Corinne Tapiero, c'est ça la question. C'est-à-dire, il y a un processus, à partir du moment où il est lancé, ce processus, est-ce qu'on bloque ou est-ce qu'on encourage à aller dans le sens ? Ce que je trouve un petit peu inquiétant, et le sujet sur lequel il nous manque des éléments, c'est quels sont les risques réels de ces bloqueurs de puberté ou de ces hormones. Puisque de toute façon, c'est très bien que lorsqu'on prend des hormones, il y a des effets secondaires, des effets indésirables, qui peuvent être extrêmement graves. Alors, je ne sais pas quel est le parent qui peut accompagner son enfant dans cette prise de médicaments s'il sent que la décision n'est pas complètement affichée. Effectivement, moi, j'avais été un petit peu gênée par le mot encouragement, parce qu'il faut pouvoir accompagner la difficulté de ces jeunes qui ne se sentent pas bien. Mais je crois qu'il y a aussi un accompagnement psychologique qui peut se faire pour arriver à savoir où il se situe, pour l'aider, non pas à changer d'orientation s'il a envie, s'il se sent vraiment différent. Mais ce qui est un peu gênant dans ce mot encouragement, c'est qu'on a l'impression que c'est un grand mouvement de foule, de fond, et qu'on va inciter tout le monde à rentrer un petit peu dedans. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant. Sophie Gauguin, sur cette justement irréversibilité en fait du processus aussi en lui-même, parce que prendre des hormones qui bloquent la croissance, c'est aussi un acte en soi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui devrait attendre l'âge majeur finalement, tout simplement ? Je ne suis pas une spécialiste médicale, donc c'est difficile de se prononcer. Ce que j'aime beaucoup, c'est la franchise avec laquelle vous abordez ce sujet-là, parce qu'effectivement, pour moi, la question encourager, ça relève tellement de l'intime, à une période de la vie pas facile. On sait bien, l'adolescence, c'est compliqué. Généralement, c'est compliqué encore plus, je pense, quand on se pose cette question dans sa vie. Donc, j'étais plus sur l'idée de dire, c'est quoi le meilleur accompagnement pour ne pas, justement, sur l'irréversibilité, se retrouver en grande difficulté plus tard. Et c'est ça l'intérêt, parce que quand on est mineur, on est un enfant, même si on est avancé vers sa majorité. Alors après, il y a les changements d'état civil qui sont possibles quand on est majeur, mais à ce moment-là de la vie, c'est vraiment d'être accompagné à tous les niveaux plutôt, et psychologiquement aussi, pour savoir si on prend la bonne décision. C'est difficile comme question, mais encourager, non, parce que, et merci de le dire aussi spontanément que ça, mais bien expliquer ce qui peut se passer médicalement. Sur ce thème, en fait, nous sommes inspirés avec Judith d'un article du Figaro aujourd'hui, qui avec des réflexions très 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 poussées. Et en fait, c'est dans la mesure où il y a des blocages et où on interdit, la question c'est est-ce qu'il faut encourager à ne plus interdire en fait c'est ça. Parce qu'il y a ce moment, Jean Dorido, où des jeunes sont en souffrance, et à ce moment-là, toute la machine qui est autour qui bloque, est-ce qu'il faut encourager cette machine qui bloque à accompagner justement ? Alors, c'est-à-dire que, pour revenir sur les propos de Clémence, qui sont tout à fait mesurés, bien sûr, je vous entends distinguer la question lorsqu'une personne est effectivement trans. Et ça, en psychologie, c'est une question qui est extrêmement difficile. Comment savoir, si vous prenez
une personne adolescente qui a une quinzaine d'années qui va témoigner d'un malaise au niveau de son genre. Comment identifier, comment savoir, comment évaluer de façon clinique si cette personne est effectivement trans, à savoir que, comme vous le décrivez très bien, c'est insupportable pour elle, peut-être même dangereux pour son intégrité physique, de la laisser aller dans une puberté, et comment distinguer ce cas d'un cas où cette personne serait simplement traversée par un malaise, je dirais, tout à fait ordinaire, avec en plus, et c'est pour le plaisir du débat aussi que j'évoque la question, quand on parle d'encourager la transition de genre, c'est vrai du point de vue médical, certes, c'est vrai aussi du point de vue de la société. Il y a aujourd'hui, c'est un fait, un activisme trans sur lequel peut-être vous vous exprimerez, Clémence, qui est réel. Vous avez des œuvres de fiction, typiquement une compagnie comme Disney, par exemple, officiellement encourage la présence, si vous voulez, de cette question trans. Et donc, si vous voulez, quand vous avez des esprits, par définition, extrêmement malléables, que sont l'esprit des enfants, des préadolescents, on a aussi une question à se poser. Influençable. Il est hors de question de stigmatiser les personnes effectivement trans. Ça, c'est essentiel de le rappeler. Pas de discrimination, pas de stigmatisation. Pour autant, la question de l'encouragement au niveau sociétal, au niveau artistique de la transition de genre, c'est une question qui me semble très importante également. Clémence Fouque, qu'est-ce que vous répondez à ça justement sur comment on fait pour savoir si c'est un malaise ordinaire d'adolescent ou si c'est vraiment un problème incontournable dans le structurel, quoi? Alors déjà, deux choses que je me sens obligée de réagir au fait qu'on dit qu'on encourage les personnes trans en France. Ça, je pense que c'est un biais qu'on a parce qu'on commence à être visible dans les médias. Moi, entre guillemets, je me farcis des centaines de témoignages pour le rapport que j'écris. Clairement, on n'est pas au niveau de l'encouragement dans énormément de cas. Même au contraire, on est plus du côté de la thérapie de conversion. J'espère pas. Encouragée par de nombreux psychiatres et psychanalystes. On peut rappeler la thérapie de conversion, c'est... Ça n'a rien à voir avec la question trans, c'est pour l'orientation sexuelle. C'est un truc d'un autre âge, la thérapie de conversion. Les thérapies de conversion, ça existe aussi pour les personnes trans. Et d'ailleurs, le groupe républicain à l'Assemblée nationale a essayé de faire voter des amendements qui gardaient les thérapies de conversion légales pour les personnes trans quand ça a été voté l'année dernière. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous faites quand même, pour revenir à la question, pour être sûr que le gamin que vous avez en face, c'est pas un malaise ordinaire et que c'est un malaise structurel? C'est une question qui se pose dans ce qu'on appelle les équipes officielles qui suivent les personnes trans. Et on part un peu d'un compromis. C'est-à-dire, on sait que si on fait quelque chose tout de suite, on risque de faire les choses irréversibles qui posent problème. Mais on sait que si on fait rien, là aussi c'est un péché parce que c'est aussi irréversible en fait, ce qui arrive au corps naturellement. Donc comment on fait? On essaie de gagner du temps. Et on gagne du temps avec des bloqueurs de puberté. On stoppe la puberté aussi longtemps qu'on peut, sans mettre en danger la personne, parce que les bloqueurs de puberté, c'est depuis longtemps et ça reste quand même assez safe. Et comme ça, la personne, elle peut être plus âgée quand elle prend une décision vis-à-vis. C'est-à-dire qu'en général, personne en France nous donne des hormones à une personne de moins de 16 ans. Il y a les chirurgies en France, déjà, il y a très peu de personnes en France il y a très peu de personnes trans en France qui font des chirurgies, parce que déjà... il n'y a pas assez de médecins qui en font et ça coûte cher. Il y a un débat là-dessus entre l'endocrine society, c'est-à-dire les endocrinologues, et qui sont souvent en conflit avec les psychiatres sur le fait d'encourager ou pas. Sophie Gauguin. Oui, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. J'essaie de placer ma réflexion sur l'humain. Et je pense que le meilleur accompagnement, mais certainement ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas assez d'abord de recul sur les différents protocoles qui sont mis en place, mais vous pourrez très bien me contredire, et que ce que je comprends, c'est de laisser du temps pour une forme de maturité. Donc on arrive tous à être d'accord, je pense, sur le fait qu'il faut accompagner. Après, jusqu'à quel moment de la maturité de la personne? Est-ce que c'est jusqu'à sa majorité? Je serais tentée de dire assez oui en vous écoutant.
et de ne pas vous mettre en risque de santé publique et de santé physique et psychologique. Ça me paraît le plus important. Mais je pense qu'il y a des protocoles médicaux qui sont déjà en place pour ce parcours très spécifique. Clémence, vous avez dit compiler un grand nombre de témoignages. Est-ce que vous avez des témoignages dans ceux que vous avez reçus de jeunes ados qui changeraient d'avis en cours de processus? Alors, ce qu'on appelle la détransition. Oui. Alors, on fait grand cas de la détransition parce que c'est quelque chose qui fait peur. Et c'est marrant parce que ce que vivent les personnes qui détransitionnent, parfois dans leur souffrance, c'est ce que vivent chaque personne trans qui n'est pas accompagnée. Et il y a... Mais déjà, premièrement, les personnes qui détransitionnent, elles sont très peu. Quand on regarde les statistiques, c'est vraiment du pour 1000. C'est pas du pour 100, c'est du pour 1000. Deuxièmement, la plupart des personnes qui détransitionnent, 80%, elles le font à cause de pression sociale, parce que justement, on ne laisse pas les personnes trans... Parce que par exemple, pour avoir un métier, il y a beaucoup de personnes trans qui détransitionnent parce que c'est compliqué de trouver un emploi. Et parmi celles qui restent, il y en a qui regrettent, mais tout comme tout le monde peut regretter n'importe quelle intervention dans sa vie. Ouais, sauf que là, c'est pas un simple voyage. C'est-à-dire quand on revient de la détransition, c'est peut-être irréversible aussi. Il y a une partie politique aussi, et je l'entends déjà dans chacun de vos propos autour de la table, les vraies voix. Et d'ailleurs, réagissez les auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. La page du magazine Vie des familles du site internet de la CAF titrait "Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner?" Eh bien, dans une lettre ouverte au ministre de la Santé, il y a 80 signataires. Professionnels de santé qui ont dit au ministre faites cesser cette désinformation. Donc on sent bien qu'il y a de l'enjeu politique. Sylvie du Tarn, notre auditrice, n'hésitez pas à réagir, vous le savez, au 0826 300 300. Sylvie, justement, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ce que vous venez d'entendre autour de cette table? On vous écoute. Alors moi, il y a des propos. Bon, je partage ce qu'a dit, comment il s'appelle, Monsieur Dorido. Oui, Jean Dorido. Voilà, Jean Dorido. Par contre, je suis effarée. Les propos que j'entends de la personne, c'est Clémence, c'est ça? C'est Clémence. Oui, Clémence. Ouais. Moi, je suis effarée. Ça la gêne pas du tout. On donne des bloqueurs de puberté. Tranquillement, elle annonce ça. Mais les bloqueurs de puberté, quand la personne elle va arriver à 20 ans et qu'elle voudra plus devenir changer de sexe, elle va faire comment? Son corps aura bouffé pendant des années et des années des bloqueurs de puberté. Il faut quand même en prendre conscience de ça. Même si ça peut paraître anodin, c'est quand même de la cochonnerie que son corps a engrangé. Clémence Foot, qu'est-ce que vous répondez à notre auditrice? Le protocole qui fait ça et qui est utilisé depuis quasiment 30 ans montre que sur le long terme, il n'y a pas d'effet néfaste. Justement, c'est ça, tout le but de la démarche, c'est que les bloqueurs de puberté sont réversibles parce que personne veut... Donc ça veut dire que si par exemple un enfant il prend un bloqueur de puberté à 16 ans, bien avant ou à 14 ans ou à 13 ans ou quel que soit l'âge, s'il arrête à 20 ans, il peut retrouver sa puberté normale. C'est-à-dire le processus remet en marche. La puberté terminée à 20 ans. Mais c'est bien pour ça que je pose la question. Alors déjà, c'est les cas de figure où la personne prendrait sa décision à 20 ans alors qu'elle peut la prendre avant 16 ans, parce que à 20 ans, ça fait déjà quelques années que sur les questions se sont fixées. On peut toujours changer d'avis à 20 ans quand même. Oui, mais c'est pas le but. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Ma question, c'est est-ce que si vous arrêtez les bloqueurs de puberté à 20 ans, après 8 ans de prise, vous avez commencé à 12 ans, est-ce que vous pouvez retrouver votre corps tel qu'il aurait été si vous ne l'aviez pas fait? Je pense qu'il y a peut-être je me suis peut-être mal exprimée sur l'utilisation des bloqueurs de puberté. Allez-y. Parce qu'en fait, ça sert juste à délayer la puberté le temps que la personne soit suffisamment mature pour prendre une décision. Donc 18 ans, quoi. Oui, 18 ans ou 16 ans, ça dépend des juridictions, des pays. Vous dites que ça sert à retarder l'échéance, c'est ce que vous dites? Ça sert. Oui, mais donc je peux vous reposer la même question. Si à 18 ans, vous décidez que finalement, vous ne voulez plus être trans et vous avez pris des bloqueurs de puberté, est-ce que votre corps revient à la normale? Oui. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir... Allez-y, combien il y a à peu près de jeunes qui seraient dans cette situation de ne pas savoir où ils sont, s'ils sont trans, s'ils ne le sont pas, qui voudraient transitionner?
Ça, en fait, on ne le sait pas, justement. C'est pour ça qu'on agit avec prudence. Et vous l'estimez-vous à combien? Puisque vous êtes une association, donc ça veut dire que vous avez des membres qui sont venus pour sur des la raisons... France, en l'occurrence. Oui, Est-ce qu'il y a des chiffres sur la France? C'est très compliqué à voir. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, on disait une personne sur 100 000. Ouais. Quelques années plus tard, une personne sur 10 000. Puis après, une personne sur 1000. Là, les derniers chiffres que j'ai, c'est environ 1,5% de personnes confirmées qui seraient trans. Sur 1000? Non, 1%. 1% tout court de la population, quoi. Et à peu près autant, voire un petit peu plus, qui sera en questionnement. Une conclusion de 15 secondes, Jean Dorido? Non, écoutez, d'abord, on peut apprécier effectivement ce débat apaisé, parce que vous l'avez dit, Fred Brendel, c'est un fait. Là, on n'a plus le temps. Il y a une dimension, bien sûr, idéologique autour de ces questions qui est très importante. Il y a une dimension aussi de commerce. Toutes ces hormones, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont fabriquées par des laboratoires. Et ça aussi, il y a énormément d'argent. Et si vous êtes Monsieur Labo qui fait les hormones, vous avez beaucoup plus intérêt à ce qu'il y ait 15 personnes sur 1000 qui aient besoin de transitionner, plutôt qu'une sur 100 000, évidemment. Donc c'est un débat passionnant à poursuivre. Bon. Merci beaucoup Clémence. Merci Clémence. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de SOS Homophobie et rédactrice du chapitre Transophobie du rapport annuel sur LGBTI Phobie 2023 paru en mai. Et Sylvie reste avec nous. Sylvie Dutarn qui reste avec nous. Notre auditrice, elle reste avec nous parce que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis là, qu'est-ce qui se passe juste après? Voilà, on va jouer. Vous allez choisir votre coéquipier, Sylvie, ou coéquipière, évidemment. Allez, vous restez avec nous, chers auditeurs. On revient. À tout de suite.